Salut Étienne, Salut Elliot, comment ça va? ça va super, merci et toi? Bah écoute, nickel, parfait. Bah écoute, bienvenue dans ces podcasts e-commerce. Bah, merci de m'inviter sur ce podcast-là. Bon, bah avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache qui tu es? Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Étienne Mimi, anciennement connu sous le nom de Étienne Peur. C'est un nom que j'avais mis sur Facebook depuis pas mal de temps. Et quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour partager bien mes connaissances en e-commerce, c'est le nom que j'avais gardé sur Facebook. Donc, j'ai fait du e-commerce pendant un peu plus d'un an et demi. Et après, eh bien, j'ai eu une énorme pause pendant laquelle, eh bien, j'ai pas vraiment fait de e-commerce, où je suis reparti me reformer, mais sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, des choses qui m'intéressaient un peu plus. Et depuis peu, j'ai relancé quelques projets en e-commerce parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des belles opportunités, mais maintenant avec une vision un peu différente, qui est une vision beaucoup plus long terme et pas forcément dropshipping pur et dur et faire de la vente sur du front et pas forcément utiliser le back-end, etc., qui est vraiment important au final pour avoir une rentabilité sur le long terme et avoir un vrai business aussi, parce que c'est quelque chose aussi qui m'avait un petit peu essoufflé, c'est-à-dire lancer des sites e-commerce en dropshipping, etc., balancer énormément de budget sur Facebook. Et au final, on n'a pas réellement un business. C'est pas un business qu'on a sur le long terme et c'est pas quelque chose qui est forcément revendable. Et c'était vraiment ça qui, moi, m'a fait poser énormément de questions à l'époque. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté. J'avais besoin de me recentrer par rapport à ça. Et puis maintenant, eh bien, je délègue pas mal de projets e-commerce, mais je fais principalement donc, du coaching sur tout ce qui est partie mindset. euh, En gros, je me suis pas mal formé sur tout ce qui est programmation neurolinguistique et aussi les neurosciences, etc. C'est une thématique qui, moi, m'importe énormément parce que il faut savoir que dans mon parcours, eh bien, j'ai été formateur e-commerce et ce qui m'a fasciné, c'était la différence en fait entre les personnes qui réussissaient et les personnes qui ne réussissaient pas. Et clairement, pour moi, c'est une question de mindset. Encore une fois, j'aime pas trop le terme mindset parce que tout le monde l'utilise à n'importe comment, c'est-à-dire à avoir une pensée positive, genre jamais rien lâcher, etc. Et en fait, je pense que ça va beaucoup plus loin que simplement avoir des pensées positives, etc. Donc voilà un petit peu ma présentation en général. Ok, bah présentation complète, merci. Je voulais qu'on parle ensemble de mindset justement, même si j'ai horreur comme toi de ce terme. Pour moi, c'est un bullshit terme, puisqu'on met tout derrière, tout ce qu'on veut. Mais comme tu le dis, moi je suis en contact avec pas mal de débutants, alors c'est pas péjoratif, mais de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, qui voient tout et n'importe quoi passer sur le web. Et effectivement, entre ceux qui y arrivent et ceux qui arrêtent, parce que même au-delà d'échouer, il y a ceux qui ne lancent jamais ou qui arrêtent, il y a effectivement une logique, une mentalité à avoir. Et Mhm. il y a deux sujets qu'on va aborder, c'est justement cette partie mindset, mentalité en fait, et cette partie marque que je trouve hyper important, que les dropshippers ne développent pas en fait. C'est-à-dire que Mhm. tu vas revendre les produits d'un autre, voilà, et puis au bout d'un moment, quand ça s'essouffle, tu crées rien. Tu balances de la Mhm. pub dans Facebook Ads, ok, tu fais du fan sur une page, ok, tu fais de la vente, mais t'as pas construit une marque, t'as pas construit une entité qui va te permettre de grossir et d'avoir une logique à long terme. Ouais, Donc toi, donc qu'est-ce que tu as ouais. vu sur les gens qui réussissent et ceux qui se lancent pas ou qui échouent? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que c'est une logique sur laquelle on peut s'auto-former et auto-apprendre? Est-ce qu'on l'a et on l'a pas? Non, en fait, il y a rien d'inné, je pense. Tout est une question d'apprentissage et d'expérience, mais aussi, surtout, de se poser les bonnes questions. Et la plupart des gens qui arrivent en e-commerce, en dropshipping, etc., euh, et je ne peux pas les blâmer parce que c'est la raison pour laquelle je me suis lancé aussi dans l'e-commerce. On pense qu'à l'argent au début. En fait, on fait les choses uniquement pour l'argent, parce qu'on a entendu cette notion d'indépendance financière, etc. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'indépendance financière? Beaucoup de personnes vont mettre la liberté. Mais qu'est-ce que signifie la Ce liberté pour deuxième toi? terme bullshit, l'indépendance financière. Et ouais, non, mais et en fait, c'est qu'est-ce que la liberté signifie pour toi? Et en fait, la liberté, on va avoir, si on se pose les bonnes questions et si on prend le temps vraiment de se poser ces questions et de savoir ce que l'on veut réellement,
quelles sont nos valeurs vraiment ancrées dans nous, on peut voir que bien l'indépendance financière va pas forcément résoudre nos problèmes ou nous permettre d'avoir cette liberté, etc. Et en fait, voilà, je pense que la question numéro un, c'est de savoir pourquoi on se lance dans le e-commerce. Et je pense qu'au-delà de l'argent, eh bien, il faut aimer tout ce qui est la question du processus, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en place, tout l'apprentissage qu'on va acquérir tout au long de notre expérience. Parce qu'il faut savoir aussi que par rapport au but, à l'objectif final, donc par exemple indépendance financière ou faire 3 000 euros de bénéfice par mois ou 10 000 ou 20 000, c'est génial. Mais en fait, si on n'apprécie pas bien, le processus et si on met que nos yeux sur l'objectif final, quand on va arriver à l'objectif final qui est par exemple de faire 10 000 euros de bénéfice par mois, au bout de 2 mois, ça va être une banalité. Donc au final, on sera déjà saoulé. Et bien, si on n'a pas aimé tous les processus, tous les obstacles, toutes les choses qui sont mises au travers de notre route, si on arrive juste à l'objectif final et qu'on s'en lasse déjà au bout de 2-3 mois, bien c'est comme si on avait perdu quelques mois de son existence en se concentrant uniquement sur un objectif final. Et au final, on se rend compte que c'est une certaine banalité aussi. Par rapport à tous les débutants qui s'intéressent à l'e-commerce, etc., donc un peu ce que je viens de dire, comprendre pourquoi ils veulent se lancer dans l'e-commerce, mais aussi ne pas être paralysé par la peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire les choses, etc., et qui n'ont pas aussi confiance en elles. Et c'est pour ça qu'ils consomment énormément de formations à regarder de manière hyper passive et ils passent jamais à l'action. Ça peut paraître encore bateau de dire qu'il faut passer à l'action, il faut passer massivement à l'action. Il y a combien de personnes qui le disent, mais au final, c'est vrai parce que si on regarde d'un point de vue, tout ce qui est neurosciences et programmation neurolinguistique, on se rend compte que ce qui est important, c'est d'être toujours en action, même si les marches qu'on essaie de grimper ne sont pas forcément hyper hautes ni rien. Le fait d'être toujours en action, on a ce momentum qui nous entraîne vraiment à aller encore à chercher de nouvelles informations, à améliorer notre magasin, à trouver des nouvelles solutions aux problèmes qu'on peut avoir ou comment améliorer, je sais pas, notre panier moyen ou autre. En fait, le plus important, c'est vraiment de toujours être en action parce que à partir du moment où on rentre dans cet état d'inertie, c'est-à-dire d'être de manière ultra passive derrière son ordinateur et ne pas avoir un objectif à proprement parler, c'est très, très, très difficile de s'y mettre parce que on va toujours se trouver des excuses. Ah mais non, j'ai pas la bonne information parfaite pour lancer ci ou pour mettre genre tel produit sur mon shop ou j'ai pas l'information extra pour lancer ma publicité Facebook ou pour lâcher 500 euros sur un influenceur Instagram, etc. Et c'est ce qui paralyse énormément de personnes au final. Combien de personnes achètent des formations ou autres et regarde même pas 20% de la formation alors que c'est une formation qui paye 1000 euros. C'est que aussi il y a beaucoup de personnes qui sautent d'une opportunité à une autre, mais qui un jour vont regarder l'e-commerce, vont s'intéresser et ils vont voir que ah oui en fait il y a beaucoup de travail à mettre en place, donc je vais peut-être m'intéresser aux crypto, etc. Mais en fait par rapport à toutes ces personnes-là qui sautent d'une opportunité à une autre, on en revient à la première chose dont j'ai parlé lors de ta question, en fait, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Est-ce que tu te lances dans l'e-commerce uniquement pour ton indépendance financière ou est-ce que tu te lances dans l'e-commerce parce que tu as envie d'apprendre des stratégies marketing, parce que tu penses que c'est quelque chose qui va être révolutionnaire, tu as envie de construire un plus gros projet par la suite dans le e-commerce pour pouvoir impacter d'une manière ou d'une autre le monde qui t'entoure, ou tu penses vraiment pouvoir apporter la valeur ajoutée et du coup tu as envie d'avoir une première expérience pour avoir une connaissance à peu près à 360 degrés de tout l'univers e-commerce. Parce qu'encore une fois, c'est impossible d'être expert en tout, d'être expert en Google Ads, Google Shopping, SEO, Facebook Ads, Snapchat, Instagram, placement de... C'est impossible. Mais à partir du moment où on a une certaine connaissance 360 et qu'on a un petit réseau qui peut nous aider à droite à gauche, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est comprendre pourquoi on fait les choses. Ouais, beaucoup de choses dans ta réponse, c'est cool, on va décortiquer.
C'est les fameux sauteurs de moutons ou les moutons sauteurs, je sais plus comment Fred Zibet les a appelés, mais ouais, c'est ces débutants qui passent j'essaye l'e-com, j'y arrive pas, bah, je vais essayer les stratégies Instagram. Mais il y a autant de boulot sur l'un que sur l'autre, et passer d'une formation à une autre, c'est pas la solution et c'est pas ce qui va vous donner les choses, quoi. Mhm. Comment c'est un état d'esprit à mettre en place, c'est une logique pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'e-commerce, même s'il le fait par exemple pour se dire bah écoute j'aimerais bien au début commencer à générer 300-400 balles par mois par exemple en Mhm. complément de revenus. Mhm. Il y a une psychologie ou comment dirais-je des actions quotidiennes à mettre en place. Il y a un plan d'action, t'as trouvé une astuce, t'as trouvé quelque chose. Euh, c'est un peu comme tout ce qui est régime ou autre, en fait. On a tous des manières de fonctionner différentes. Donc, je pense qu'il est important, c'est de réellement trouver sa manière à soi de fonctionner. Et moi, ce qui fonctionne, en fait, c'est de mettre un objectif et de faire en sorte chaque jour, eh bien, je m'assure chaque soir d'avoir au moins réalisé 2 ou 3 tâches qui vont dans la direction de cet objectif. Même si ce n'est pas forcément des grosses tâches ou autres, maintenant, vu que j'ai plus de budget, etc., bah, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, je peux déléguer, etc. Mais c'est vraiment de m'assurer que chaque jour, eh bien, je fais en sorte de mettre en pratique. Parce que pareil, il y a beaucoup de personnes qui sont là derrière leur ordinateur à croire qu'ils travaillent, qu'ils sont productifs, etc. Mais le fait d'être derrière l'ordinateur, ça ne veut pas forcément dire que vous travaillez. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Parfois, il vaut mieux travailler beaucoup moins, mais être ultra productif et avoir une to-do list déjà avant d'ouvrir l'ordinateur et dire aujourd'hui, OK, je fais ces 4 ou 5 tâches, mais je crush et peut-être tu vas terminer au bout de 2 3 heures, mais au final, tu seras beaucoup plus productif qu'une personne qui aura passé 10 ou 12 heures derrière son ordinateur, mais pas vraiment avec un plan d'action à proprement parler, pas un plan d'action concret. Donc, si j'ai une recommandation pour quelqu'un qui souhaite faire 300 400 € par mois de bénéfices et qui vient de commencer, ce serait vraiment, eh bien, un, se former, deux, genre, garder le même formateur, et trois, s'assurer que chaque jour, on met des actions en place. Et quatre, si tu n'as pas beaucoup de budget, bah, vraiment faire attention comment tu dépenses ton argent, etc. Comment tu le dépenses, comment tu l'investis et y aller progressivement. Et au final, c'est là où tu te rends compte que dans le business, il y a 2 variables. Il y a la variable temps et il y a la variable argent. L'argent, il est abondant, mais quand on commence, on ne l'a pas forcément, mais quand on commence à avoir des bons résultats en e-commerce, etc., on commence à se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui achètent beaucoup de choses chaque jour. Mais la variable temps, par contre, on la contrôle. La variable temps, c'est que nous et nous-mêmes derrière notre ordinateur. Donc, si tu n'es pas un feignant, eh bien, genre, seulement focus-toi sur la formation ou le formateur en qui tu as le plus confiance, suis scrupuleusement les conseils et fais en sorte que chaque jour, eh bien, tu mettes en place au moins 3 ou 4 actions. Ok. Ouais, moi je veux des podcasts efficaces et pas bullshit pipeau, donc on va parler, on va être dans le vif du sujet. Que penses-tu du marché de la formation aujourd'hui dans l'e-commerce? Je sais que c'est délicat comme question, mais on en a parlé en off, il y a pas mal d'escrocs, il y a pas mal de pipoteurs, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais fait un bal et qui vont te dire, là en ce moment c'est de la pub pour monter ton agence digitale, je crois. Donc tu Mmh, te checkes la société sur les mentions légales et tout, la boîte vient d'être créée. Donc je vois pas mmh. comment le gars fait 10 000 par mois, il va expliquer aux autres comment faire. Je me dis, quand tu es débutant et que tu connais rien, c'est quand même dur de choisir ton formateur. Ouais, et en fait, c'est là où tu te rends compte que euh, la psychologie d'aujourd'hui, on est dans une société qui est en train de changer, mais complètement, parce qu'on est dans une société où, à cause des réseaux sociaux, etc., on n'arrête pas de se comparer l'un à l'autre. On voit telle personne qui a une Lamborghini, telle personne qui a une Ferrari ou qui loue une Ferrari, etc. Encore une fois, c'est des concepts de marketing ah ouais, avec la valeur perçue, mais au final, on est tellement dans un climat, enfin,
sur ce sujet-là, je pourrais vraiment aller loin parce que ça va vraiment de la personne qui a 18-19 ans et qui veut être millionnaire, mais qui ne sait même pas pourquoi elle veut être millionnaire, mais elle veut juste être millionnaire. Et je trouve ça dommage de travailler énormément sans vraiment savoir pourquoi on veut être millionnaire, pourquoi on veut faire beaucoup d'argent, etc. Après, c'est bien, hein, il y en a qui réussissent énormément bien, mais il faut savoir, faut pas oublier ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire voyager, découvrir des nouvelles cultures, vraiment s'imprégner du monde extérieur. Et le monde n'est pas forcément que virtuel. Mais pour répondre directement à ta question, puisque c'est un sujet sur lequel je pourrais débattre pendant des heures et des heures, le marché de la formation à l'heure actuelle sur le marché francophone, il est pas saturé. En fait, il faut savoir que il y a de la place vraiment pour tout le monde. Une personne va attirer un certain type d'avatar client, un certain type de personnes. Une autre personne va attirer un autre type de clients et de personnes et autres. Par contre, il faut vraiment faire attention là où à quelle personne vous allez faire confiance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on revient à ce que j'ai dit précédemment, si vous prenez une formation, il faut se focus sur cette formation-là et pas commencer à aller prendre d'autres informations à droite, à gauche. Au final, c'est plus ou moins les mêmes informations à chaque fois. Faut juste voir le bon feeling que vous pouvez avoir avec les personnes et vous renseigner un petit peu à droite, à gauche. Après, je pense qu'il est aussi important de se faire soi-même son propre avis parce que, encore une fois, il est très facile de dire un tel c'est un escroc, un tel c'est un mytho, etc. Mais il faut avoir des preuves pour soutenir ce type de pensée. Enfin, c'est pas parce qu'un tel dit que un tel est un escroc que c'est forcément un escroc. Ça se trouve, il a vraiment fait ses chiffres, etc. Mais je pense que c'est une question de voir déjà, la plupart des gens, ils offrent du contenu gratuit. Donc, c'est voir déjà la qualité du contenu gratuit. Parce que je pense que par rapport à la qualité du contenu gratuit, déjà, on peut se faire une bonne impression de la qualité du contenu payant, etc. Et après, voir un peu au feeling, voir un peu les feedbacks que les gens ils ont. Je pense que aussi le fait d'avoir des masterminds ou des petits week-ends ou le formateur qui prend une journée ou une demi-journée pour essayer de réunir les personnes qu'il est en train de former, c'est un gage aussi de confiance. Ouais. Et en fait, pour revenir par rapport aux formateurs, etc., juste, ouais, à partir du moment où ils se mettent, ils n'ont pas peur d'aller directement au contact de leurs clients, etc., ça veut dire que, ça veut généralement dire qu'ils délivrent de la qualité et ils sont proches de leur communauté aussi. Je pense que la proximité avec la communauté, c'est ce qui fait réellement la différence. D'accord. Si quelqu'un anime son groupe, répond en personne, est souvent présent et délivre du contenu, au moins gratuitement pour montrer un premier bout, c'est bon signe. C'est bon signe. Après, voilà, je ne sais pas si ça va, s'il y a trop de bruit derrière. Ça va ou pas? Ok. Après, voilà, il faut savoir aussi que si quelqu'un fait énormément d'argent, il est peut-être pas forcément disponible tout le temps pour répondre aux questions ou pour faire des lives tout le temps sur un groupe Facebook. Mais à partir du moment où peut-être une fois tous les 3 mois, il va organiser un petit week-end de 2 jours ou autre pour pour avoir une certaine proximité, apporter des nouvelles stratégies ou autres, même si c'est du contenu payant, au moins il n'a pas peur de se montrer et d'aller au contact direct de sa communauté. Et je pense que c'est un certain gage de qualité au final. Ok. Ouais, ça fait un peu plus de bordel derrière là. Ouais, désolé, ils sont en train de... Pas de problème. On va enchaîner. Du coup, tu parlais de contenu gratuit. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un débutant peut se former avec du contenu gratuit? Est-ce que tout le contenu gratuit est bon à prendre? C'est quoi la limite du gratuit? Ce que je pense du contenu gratuit, c'est qu'il y a énormément de contenus gratuits qui sont de très bonne qualité et qui donnent déjà énormément de bases, etc. Par contre, le problème d'une personne qui est débutante, c'est qu'elle ne sait pas forcément par où commencer. Et je pense que le fait d'avoir un contenu payant qui est structuré vraiment module par module, etc., eh bien, ça donne quand même une certaine trame des différentes actions à mettre en place et qui, je pense, n'est pas négligeable parce qu'au final, quand on est, moi, je veux que du contenu gratuit, jamais je paierai pour une formation, etc., ok, c'est fine, mais au final, quand tu regardes à droite, à gauche, sur YouTube, un tel qui disent des choses contradictoires
enfin qui se contredisent, parce qu'on a tous des avis différents, parce que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour un autre. Et ça va marcher dans un contexte par rapport à l'ensemble des actions que ce formateur mène, mais Ouais. pris dans hors contexte, cette solution ne marchera pas. Exactement. Et en fait, il n'y a pas meilleur moyen en fait de se mettre une confusion dans sa tête et de ne pas avancer. Parce qu'au final, le pourquoi les gens n'avancent pas, c'est qu'ils n'ont pas une certaine clarté dans ce qu'ils doivent faire. Et ce manque de clarté, il vient des différences, des différents conseils, des différentes vidéos qu'ils peuvent regarder, etc. Un tel a dit qu'il fallait utiliser telle app pour faire les upsells, mais l'autre a dit il faut utiliser telle app. Donc, du coup, au final, ils prennent 3 jours à se décider sur quelle app utiliser et ils ont juste perdu 3 jours, quoi. Donc, je pense que le fait de passer le cap à aller à un contenu payant et encore une fois, de suivre une seule et même personne et en sorte qu'ils peuvent juste choisir, enfin, juste suivre cette trame de module par module. Et après, bien évidemment, il faut aussi réfléchir par soi-même. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui achètent du contenu payant pour se former en e-commerce, etc., ils vont juste appliquer tout bêtement ce qui est dit dans la formation, etc. Mais la formation, elle est là pour vous guider d'un point de vue intellectuel et pour vous ouvrir sur des nouvelles perspectives. Par contre, il y a toujours des moyens d'adapter un peu à sa sauce et voir un petit peu par soi-même. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre les e-commerçants qui cartonnent vraiment et les e-commerçants qui galèrent beaucoup plus. Ceux qui cartonnent vraiment, ils comprennent très rapidement qu'il faut qu'ils trouvent des stratégies propres à eux-mêmes et pas forcément copier de A à Z. D'accord. Même si au début, copier de A à Z, ça peut aider à se lancer, après, il faut faire son propre... Bien évidemment, enfin, encore une fois, un mec qui n'a pas vraiment de compétences informatiques, marketing ou autre, il doit bien être guidé à un moment donné. Donc, le seul moyen, et c'est ce qu'on voit en programmation non linguistique, c'est que quand il y a une personne qui est réussie dans ce que toi, tu veux réussir, eh bien, il faut la modéliser. Donc, on fait exactement pareil en e-commerce. Il n'y a pas de mal. On peut très bien le copier, s'inspirer et voir surtout au début. Et après, par la suite, eh bien, il y a juste à adapter, à modifier un petit peu sa manière de procéder. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on voit sur les gens qui consomment du gratuit. Hein. C'est passer de coq à l'âne, ça embrouille plus l'esprit que ça aide à avancer, quoi. D'accord. Ah, carrément. Et donc pour toi, tu conseilles quand même d'aller sur du payant à un moment donné, de bien Ouais. choisir son formateur évidemment, donc tu as donné tes critères. Alors, c'est toujours dur comme question, mais c'est quoi le prix acceptable pour pas se faire enfler entre guillemets sur une formation? Sur un débutant qui voudrait prendre un truc e-commerce, il doit payer 100, il doit payer 1000, il doit payer 5000. Franchement, on accorde une valeur, enfin, la valeur est vraiment, enfin, la valeur de quelque chose, c'est irréel. La valeur d'un ordinateur, qui a dit qu'un Mac, ça devait coûter 1200 euros, qui a dit qu'une bouteille d'eau, ça devrait coûter 50 centimes ou autre. Une formation, ça peut avoir une valeur de 97 euros comme une valeur de 4000 euros. Tout dépend du contenu qu'il y a dedans, bien évidemment, des stratégies, etc. J'ai envie de dire, ça dépend uniquement du formateur et la valeur auquel lui, il estime bien, sa formation. Après, en termes de ce qu'on est prêt à payer, j'ai envie de dire, ça dépend encore une fois de le formateur que vous avez en qui vous avez envie de faire confiance, celui qui vous paraît le plus légitime, etc. Et en ce moment, on voit beaucoup de formations entre 1000 et 1500 euros. Pour moi, c'est pas vraiment choquant dans le sens où il y a plein de mecs qui sont prêts à payer des 10 000 balles par an pour aller en école de commerce. Et encore, ça, c'est en France. Mais quand on va aux États-Unis ou autres, les mecs, ils payent 50 000 dollars leur semestre. Donc, 100 000 dollars l'année. Donc, j'ai envie de dire, une formation à 1 000, 1 500 euros par mois qui vous permet éventuellement bien, de faire de l'argent et de faire déjà 2 ou 3 000 euros de bénéfices par mois, c'est déjà plus qu'acceptable, j'ai envie de dire. Donc après, il n'y a pas vraiment un prix idéal ou autre. J'ai envie de dire, c'est plus par rapport au formateur de mettre le prix qui lui semble bon pour valoriser bien sa formation
au prix que lui pense que sa formation vaut, quoi. Par rapport à toutes ses connaissances, par rapport à toute son expérience. Si le mec, parce que c'est pareil, quand j'étais avec mon ancien associé et quand on a vendu notre formation, eh bien, on pouvait très bien se dire, mais non, ça fait qu'un an qu'on fait de l'e-commerce, etc. Mais au final, un an passé à passé à 18 heures de travail par jour, passé à quand on a commencé à vendre la formation, je pense qu'on avait plus de 500 000 euros dépensés dans Facebook Ads. Bah, ça valait largement les 1000 euros, 1000 et quelques euros. Et encore une fois, c'est un peu toute cette question de psychologie. Là, c'est plus par rapport non, c'est par rapport au formateur et à la personne qui achète. Mais cette question de psychologie, où dans le film Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, à un moment, on lui demande comment est-ce que vous avez pu enseigner des cours de psychologie ou de philosophie, je sais pas quoi, à des doctorants. Il disait, en fait, j'avais juste besoin de lire un chapitre supplémentaire par rapport aux autres et j'étais plus légitime qu'eux. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est à partir du moment où une personne qui vous enseigne quelque chose, elle en connaît plus que vous, elle a plus d'expérience, elle a testé plus de choses, bah, enfin, au final, on paye pour l'expérience, on ne paye pas forcément pour toute la connaissance, tout le truc, on paye pour les expériences, c'est ce que je pense qui est réellement important. Au début, quand on commence, comme on galère avec les banques, les cartes bleues pour Facebook Ads ou autres, pour les blocages via PayPal, etc. C'est aussi l'expérience qu'on transmet aux personnes qui vont se lancer dans l'e-commerce. Donc, il n'y a pas vraiment de tarif prédéfini. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est une question de feeling ou une question de personnes qui nous semblent le plus légitimes, etc. Par contre, c'est aussi un problème de psychologie par rapport aux consommateurs francophones où tu vois, maintenant, moi, j'habite au Mexique et je suis plus proche des États-Unis. J'ai fait pas mal de séminaires, etc. aux États-Unis. En fait, on voit que la culture du business aux États-Unis est totalement différente que la culture du business en France. En France, pour lâcher 1 500 euros, on a l'impression que c'est un peu la fin du monde. Aux États-Unis, pour lâcher 1 500 $, bah, c'est pas grand, enfin, c'est quasiment rien, quoi. Donc, c'est une question aussi d'environnement et de, ouais, encore une fois, genre, de mindset, mais c'est large dit comme ça. Mais si tu traînes avec des gens qui sont prêts à investir sur eux-mêmes, qui disent, voilà, au lieu de dire, ah, je vais donner 1500 euros à tel formateur, etc., il va se faire beaucoup d'argent. Sinon, je vais investir 1500 euros sur moi pour apprendre un maximum de connaissances en 3 4 jours, me manger toute la formation et je vais gagner énormément de mois comme ça. Donc, c'est ouais, c'est juste une question de comment eh bien, les personnes réfléchissent. D'accord. Et puis, comme tu l'as dit, il y a l'accompagnement du formateur aussi. Il n'y a pas il y a la formation qui est préenregistrée, qui est la même pour tout le monde, mais il y a aussi nombreux formateurs qui font des petits appels privés ou qui vont t'accompagner en plus ou qui vont t'aider à réfléchir sur ton business. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a quasiment pas de prix d'avoir comme tu disais, quelqu'un qui a passé 18 heures par jour, qui s'est mangé plein de galères, qui regarde au-dessus de ton épaule et qui te dit, là, faut que tu fasses ça, là, essaye de faire ça, là. Ah oui, carrément, carrément, c'est clair. C'est clair. L'accompagnement derrière, et encore une fois, tu vois, genre, je pense que les formations qui vont vraiment sortir du lot en 2010, fin 2019, 2020, c'est les formations où il y aura un accompagnement, où il y aura une équipe vraiment dédiée pour le succès des gens. Je pense que ça va être bientôt la mort des formations du je te ponds une formation et ciao, mais ça va être vraiment l'heure de la formation où il y aura vraiment un accompagnement pédagogique avec certains niveaux à atteindre, etc. Et quelques relances de temps en temps et ça, encore une fois, genre on n'est pas là pour te prendre par la main et vérifier que tu regardes toutes les vidéos et que tu fais tous les trucs, etc. Si tu n'as pas envie de travailler, au final, c'est quand même pas forcément notre problème. Mais par contre, les gens sont beaucoup plus enclins à investir dans une formation où il y aura un réel accompagnement derrière. Mm. Donc on est bien d'accord, hein, c'est pas j'achète une formation et je gagne 2000 euros par mois en e-commerce sans rien foutre, quoi. Ah non, Ah. loin de là, loin de là. Loin de là, enfin, c'est, encore une fois, même dans les success stories, etc., il y a des formateurs qui ont
qui ont beaucoup de success stories, mais ça, enfin, tout est statistique, donc tout est proportionnel en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans ta formation. Donc forcément, si tu as 5 000 ou 6 000 personnes qui ont acheté ta formation, bien, si tu as un taux de réussite de 1% sur 6 000, ça fait 60 success stories. Donc, c'est quand même énorme. Ça paraît beaucoup plus énorme qu'une personne qui a que 200 qui a que 200 élèves. Parce que sur 200 élèves, s'il a un taux de réussite à 1%, pareil, eh bien, il aura que 2 élèves, 2 énormes success stories. Mais voilà, il ne faut pas se laisser duper non plus par rapport à ça. Je pense qu'il est réellement important parce que, bien évidemment, il y a une question de formation, de qualité de formation, etc. Mais il y a aussi une question de les personnes qui vont mettre en application ce qu'ils vont apprendre. Et encore une fois, on est tous différents, donc ce qui va marcher, la façon dont moi je vais me motiver, peut-être que pour toi, ça va être totalement différent et c'est ça qu'il faut réellement comprendre aussi. Ouais, d'où le besoin de faire un peu de l'accompagnement personnel au-delà du préenregistré, quoi. Ok. Ouais. Il faut un mix des deux au final. Mmh. C'est quoi, toi, toi, t'accompagnais plutôt du débutant ou du semi-débutant T'avais les deux dans les formations Non, en général, c'était quand même plus du débutant, surtout que on a sorti la formation en décembre 2017 et du coup, c'était un peu l'époque où voilà, le e-commerce commençait enfin le dropshipping en France commençait à avoir le vent en poupe, même si ça existe depuis énormément de temps. C'est vrai que ça a été vachement démocratisé par rapport à quelques personnes sur YouTube, etc. Et du coup, on a eu quand même pas mal de débutants, ouais. Pas D'accord. mal de débutants. C'est quoi le plus gros défaut d'un débutant? Le plus gros défaut, c'est le syndrome de l'objet brillant, tout simplement. C'est d'aller d'une formation à une autre et de ne pas être focus et de penser que là-bas, va y avoir une information capitale qui va leur permettre de décoller leur business, etc. Et les mecs, ça, c'est le premier défaut, j'ai envie de dire, celui du syndrome de l'objet brillant. Le deuxième défaut, ça va être de se compliquer la vie dans sa tête alors que le mec n'a même pas fait encore une banque rien, quoi. Genre, il pense à des problèmes qu'il pourrait éventuellement avoir, alors qu'il fait même pas face à ces problèmes à l'heure actuelle, et il se pose 45 000 questions, et au final, il se retrouve à ne faire absolument aucune action. Ouais, on en parlait en off sur notamment l'automatisation, hein. Si déjà t'as pas de vente, ça sert à rien de vouloir automatiser Mais quelque là, chose. Fais déjà quelques ventes et déjà la problématique de plus pouvoir traiter tes commandes et tu trouveras une hmm. solution d'automatisation, quoi. Et c'est un truc que je. Vas-y, pardon. Non, et en fait, pour rebondir à ça, c'est que, mais ça devient commun à énormément de personnes, c'est que quand ils commencent un projet, eh bien, ils vont voir, comme ce que je disais tout à l'heure, mais l'objectif final, qui est par exemple d'être millionnaire ou etc. Mais ils vont voir l'énorme montagne, en fait, l'énorme montagne qu'ils vont devoir gravir, etc. Au lieu de se poser la question, ok, genre, pour arriver à là, quelle première étape je dois mettre en place? Ok, bien, je vais commencer à mettre ça en place. Et puis, petit à petit. En fait, on est dans une société, encore une fois, où on se compare à l'un à l'autre, où on veut tout de suite, et du coup, on est plus patient. Et en fait, le fait d'être plus patient, c'est qu'on doit être directement au haut de la montagne, sans forcément fournir énormément d'efforts, etc. Mais bah ça, c'est juste irréaliste et ça fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est de se donner des petits objectifs, comme tu disais, quotidiens, à échelle humaine et qu'on peut atteindre au début parce qu'on débute, quoi. Et en plus de ça, quand tu analyses vraiment genre les success stories en e-commerce ou même en business ou autre, eh bien, tu te rends compte que l'objectif final, c'était pas de s'enrichir à titre personnel, c'était de répondre à un certain besoin et vraiment d'apporter de la valeur ajoutée ou autre. Enfin, la dernière fois, je regardais la chaîne YouTube du CEO de Gymshark et Gymshark qui a commencé en full dropshipping et c'était hyper intéressant. Et le mec, il a 24 ou 25 ans, un truc comme ça. Il a plus de 4000 ou 5000 employés qui travaillent pour lui. Et c'est lui qui a enfin, il a été un peu l'un des précepteurs, l'un des pionniers de l'influence marketing en sponsorisant même des petits athlètes qui étaient sur Instagram ou etc. Et maintenant, il cartonne, quoi. Mais
quand il a commencé en dropshipping, je pense qu'il n'avait pas du tout cette vision, rien. Il était juste là pour avoir du fun, pour s'amuser, et pour essayer de construire un petit truc à lui. Et en fait, c'est dans les moments où tu te prends moins la tête, où tu es là, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, tu apprécies bien tout le cheminement, tout le parcours, sans forcément te prendre la tête par rapport à l'objectif final qui est de faire X euros, eh bien c'est là où tu prends plus de plaisir. Et au final, ça se ressent dans n'importe quelle entreprise. Je vois. On a parlé, pour switcher un peu sur les formations, parce on a pas mal évoqué le sujet, on a parlé de dropshipping, ce qui est un peu Mm. le mot qui colle à e-commerce en ce moment. Est-ce Ouais. que le dropshipping est mort d'après toi? C'est la grande Non. phrase, tu sais, actuelle, le dropshipping est mort. C'est le type de vidéo YouTube putaclic que tout le monde qui essaie de se renouveler, etc. Mais non, non, enfin, non, ça sera jamais mort. Après, je pense faudra s'adapter à des nouveaux modes de dropshipping. Je ne sais pas si les gens ne sont pas forcément familiers avec le dropshipping, c'est le concept de ne pas avoir d'inventaire et de juste faire la promotion marketing et de demander eh bien, aux fournisseurs d'envoyer directement les colis à nos clients. Mais le dropshipping, je pense, Facebook, AliExpress, etc., devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que en 2017, ouais, même début 2018, c'est encore facile de faire de l'argent sur le front. C'est-à-dire faire de l'argent sur le front, c'est de mettre de la pub, du budget sur la pub Facebook et d'être rentable directement sur la vente du premier produit. Maintenant, je pense que ce modèle-là, ce modèle économique-là est beaucoup plus compliqué et va falloir switcher. Et comment on switch? Je crois que c'est Frank Kern qui disait ça, un marketeur américain. C'est celui qui est prêt à dépenser le plus d'argent pour acquérir un client qui gagnera. Et en fait, c'est ça, c'est que le nouveau modèle du e-commerce, enfin celui vers lequel on va tendre, ça va être, vous n'allez pas forcément être rentable dès la première vente, mais ce sera à vous bien, de constituer cette value ladder qui est de, OK, je lui vends en front un produit à 50 euros, je vais faire 30% de marge, je vais perdre un peu d'argent. Mais après, c'est, quelle stratégie je vais mettre en place de retargeting, d'email marketing, de faire ou de club VIP sur ma boutique, etc. De faire en sorte que le mec, OK, il est venu sur ta boutique, il a découvert ta boutique, il a dépensé 50 euros, mais d'ici une période d'un an ou 2 ans, il est dépensé 1000 ou 2000 ou 3000 euros. Et c'est ça qui est réellement important, c'est de mettre en place des choses qui vont permettre d'avoir une rétention client importante. Et c'est là où on va voir les limites du dropshipping avec AliExpress. Encore après, même si AliExpress se déplace maintenant en Europe et ont leur propre usine, etc. Donc c'est là où AliExpress, ils ont tout compris, c'est que eux, ils s'adaptent, ils arrivent à s'adapter aux nouvelles exigences du e-commerce. Donc tout le monde est là, AliExpress est en train d'ouvrir une boutique en Espagne, etc. Mais au final, si on adapte ça avec un bon mindset, etc., c'est plus une bonne opportunité pour les e-commerçants, les dropshippers, etc., de pouvoir bénéficier de la localisation d'AliExpress ou d'autres usines, par exemple françaises ou autres, qui nous permettent de faciliter toute cette logistique et d'avoir l'envoi beaucoup plus rapide vers nos clients qu'un mal au final. C'est top. Donc non, le dropshipping, pour répondre cash à ta question, le dropshipping n'est pas mort et ne sera jamais mort. Je pense que justement, il va y avoir de nouveaux business models qui vont pouvoir se mettre en place. Et encore une fois, je pense que si on est assez smart en tant que e-commerçant, ce qui va être intéressant, ça va être de développer des systèmes de partenariat sur notre boutique, de laisser de mettre en place, par exemple, de l'affiliation sur notre boutique comme Amazon peut faire. Mais par exemple, si on a une boutique sur le voyage ou autre, avoir une plateforme sur notre site qui permette à des propriétaires de blogs de voyage ou autre de s'inscrire et de mettre en avant vos articles et que voilà, ils peuvent faire de la promotion pour vos articles et eux touchent une commission, etc. Donc, je pense que c'est une super opportunité pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, faut juste voir plus loin que le bout de son nez avec j'ai fait une première vente, voilà. Mais pour mettre en place ce type de stratégie, on est d'accord qu'il faut créer une marque.
Ouais, je pense que après, au début, encore une fois, je pense pas il faille forcément se compliquer la vie, parce que si on commence à se compliquer énormément les choses, eh bien, c'est là où on va rentrer dans une période d'inaction et qu'on va juste abandonner. Mais par contre, dès lors qu'on commence à faire un peu de bénéfices, un peu d'argent, etc., oui, je pense qu'il est réellement important de commencer à créer une marque, voilà, déjà d'avoir un branding un peu prononcé sur son site. Ça commence par son site. Après, ça suit sur les emails, avoir un logo, quelque chose de propre, etc. Après, ça se développe quand on commence à avoir plus d'argent, à avoir des packaging propres à nous, à faire du private label en mettant notre logo sur nos produits, etc. En personnalisant un petit peu l'envoi des produits, c'est-à-dire en mettant une petite carte rédigée ou avec un code promo ou un truc comme ça. Ce Petit à que font, petit. ce que font les vraies marques, entre guillemets, en fait. Mais en fait, c'est ça où, genre maintenant, je suis beaucoup plus enclin à dépenser sur plein de sites e-commerce. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir les stratégies qu'ils utilisent. Donc, c'est-à-dire, tu vas acheter sur une boutique lambda, tu vas voir tout le tunnel qu'il a derrière en one click upsell, par exemple. Et tu vas te dire, ah ouais, putain, c'est super intéressant. Peut-être que juste après, il propose d'avoir une assurance 1 an à 10 euros. Ah ouais, c'est peut-être intéressant puisque ça augmente le panier moyen de 10 euros et ça me permet d'avoir 10 euros en full bénéf. Après, c'est une question de statistique aussi, quand on a assez de données pour voir combien de personnes font marcher cette assurance, etc. Mais vraiment d'analyser comment les autres marques fonctionnent. Et encore une fois, on est dans le principe de la programmation linguistique, c'est modéliser ce qui fonctionne bien. Donc, quand on fait du dropshipping ou quand on lance une marque ou autre, c'est ne pas avoir peur de dépenser de l'argent dans ces marques-là pour voir eh bien, comment ils s'adaptent par rapport à l'expérience utilisateur, comment ils font en sorte que leurs clients reviennent commander sur leur site. J'avais eu une discussion avec quelqu'un qui m'a raconté l'histoire je ne sais plus si c'est MDMT ou Daniel Wellington, peu importe. En gros, il cherchait un moyen d'économiser énormément d'argent, puisqu'il faut savoir que Daniel Wellington, je crois que MDMT aussi a commencé en dropshipping, mais Daniel Wellington était une marque de dropshipping. En fait, il cherchait un moyen pour réduire au maximum les coûts d'envoi. Et donc, genre par rapport à une boîte comme ça, où normalement on a les montres qui sont dans les boîtes un peu carrées, un peu grosses, etc. Ils ont décidé d'avoir des boîtes ultra fines et de disposer bien la montre de l'aplatir. En gros, ça leur coûtait beaucoup, beaucoup moins cher. En fait, rien que le fait d'avoir fait ça, les clients qui recevaient ces colis-là, ils étaient ultra surpris par rapport à l'élégance, par rapport au design de la boîte. En fait, ils ont voulu faire des économies, mais en plus de ça, ils ont réussi à améliorer l'expérience utilisateur et à faire parler d'eux de cette manière-là. Donc, quand on m'a raconté ça, je trouvais que c'était hyper ingénieux et hyper intéressant et parfois, il est intéressant aussi de sortir un peu des sentiers battus et de tester différentes choses pour voir ce qui peut fonctionner le mieux. Ouais, mais on prend ton conseil de base, c'est se lancer, passer à l'action, même si c'est galvaudé, que ça fait un peu bullshit, mais c'est commencer sur la base, une petite boutique dropshipping, quelques produits AliExpress, et on verra les histoires de marque par la suite, et on fera du retargeting par la suite, et on verra l'email par la suite, et on retravaillera son logo, et ainsi de suite, quoi. Et Ouais, on fait ouais. étape par étape, on n'essaye pas de construire un univers, un environnement d'un coup, et on fait rien en attendant que tout ça soit pas construit, quoi. Exactement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se mettent des bâtons dans les roues parce que ils veulent que tout soit parfait. Perfection, perfection, perfection. Mais au final, si on veut une boutique qui soit parfaite, de toute façon, notre boutique sera jamais parfaite. Il y a toujours des trucs à améliorer. Et en fait, on va travailler peut-être pendant 1, 2, 3, 4 mois à avoir une boutique nickel, parfaite, etc. Et puis, on va commencer à balancer nos premières pubs Facebook, pas faire de vente. Et puis, il n'y a pas meilleur moyen de partir en dépression. Et au final, mieux vaut lancer le plus rapidement ses pubs Facebook ou tester des trucs en SEO ou peu importe sa stratégie. Mais
vraiment y aller progressivement. Et c'est tout ce qu'ils font dans le milieu des startups, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product. Et c'est vraiment d'avoir une boutique fonctionnelle. Ok, peut-être qu'esthétiquement, elle n'est pas magnifique, elle n'est pas incroyable, etc. Mais c'est de commencer à ramener du trafic, à voir un peu comment les gens ils fonctionnent sur votre boutique et prendre des petits conseils pour essayer bien d'instaurer ce climat de confiance sur votre boutique et d'analyser les différentes étapes et après au fur et à mesure quand on commence à gagner de l'argent, réinvestir pour avoir un meilleur design, pour avoir un meilleur logo, pour avoir un meilleur truc, mais pas se casser la tête dès le début. Ouais, c'est un peu les techniques gros hacking, c'est essayer de se lancer, même si tout n'est pas parfait, mais au moins on a de la data, il se passe des choses, on a des retours clients, on nous donne des infos, C'est et ça, voilà. ouais. Mm. Ouais. Et c'est l'intérêt sur la marque justement qu'on a de plus que le dropshipping, c'est qu'en print on demand, on a tout de suite un logo ou un visuel qui est personnalisé à ton, comment dire, à ton shop, quoi. Tu vends pas le même produit sur AliExpress, tout le monde a entre guillemets un peu le même produit, tu vas un peu te batailler sur le prix, mais c'est dur de trouver le produit gagnant quand même sur une plateforme. Ça se fait, hein, mais c'est plus compliqué que faire ton propre visuel, quoi. Alors après, il y a toujours des stratégies, mais Mais après, tu vois, le problème du concept du produit gagnant, c'est encore ce concept de court terme. C'est-à-dire de vouloir faire du one-shot, balancer un maximum de budget et faire le maximum d'argent. Euh, c'est pas forcément mal, mais on ne peut pas pérenniser un business qui fonctionne que sur du one-shot. C'est juste pas possible. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps, mais au final, je préfère avoir un site qui me rapporte quasiment en automatique 30, 40 000 par mois que de faire 30 ou 40 000 en 4 jours, mais après plus rien faire, tu vois. Au moins, genre, t'es plus tranquille, genre, si en plus quand tu es brandé, quand tu as une marque, par exemple en print on demand ou autre, euh, si tu arrives à marquer l'esprit des gens, les gens ils vont taper directement le nom de ta marque sur Google, donc ils vont revenir chez toi. Alors que t'es plus en concurrence avec celui qui va taper t-shirt geek, quoi. Ou pot de fleurs, j'en sais rien. ouais, exact, exact. Donc, c'est vraiment une stratégie où tu essayes de marquer un peu les esprits et arrêter de compter que sur one shot, qui au final, je pense, est vraiment fatigant aussi. Ouais, parce qu'il faut toujours être en train de se renouveler, trouver, retester, trouver. Après, tu peux quand même un petit peu mixer les deux. Là, moi, c'est ce que j'ai vu sur certaines boutiques. Il y a il y a un fond de catalogue qui tourne, qui se vend régulièrement. Et quand tu as trouvé un produit qui peut faire un peu cet effet waouh, entre guillemets, même si c'est encore bullshit, mais ce truc qui plaît, c'est d'essayer de le lancer et tu t'acquiers de nouveaux clients avec et tu remplis ton fichier client, tu fais travailler ton pixel, t'as tout qui va derrière, quoi. Mm, Bon, mm. pour parler chiffres, puis je pense qu'on terminera là-dessus. Ça va faire une heure qu'on est ensemble. On a bien parsé le sujet. C'est quoi les chiffres qu'un débutant peut espérer au début, sans vendre de rêve et sans partir dans des délires, tu vois, mais pour être vraiment en terre à terre, quoi. Quelqu'un qui connaît pas grand-chose, qui s'y met et qui s'investit. Attention, il y a toujours ce paramètre-là. Il peut espérer quoi en marge? Faire 400 balles de marge, faire 1000 euros, faire moins, plus? Franchement, ça, Tu vas me dire ça dépend. ouais, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, tu vois. Ça va être déjà, un, l'investissement de la personne, deux, éventuellement le budget qu'il est prêt à mettre. Parce qu'imagine le mec qui commence en full Facebook Ads, s'il est prêt à mettre 500 000 balles, bah, il va pouvoir aller vraiment rapidement dans la compréhension de Facebook Ads et genre comment améliorer, comment modifier les choses, etc. J'ai envie de dire, en gros, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. J'ai envie de dire que tout débutant devrait se mettre comme objectif de se faire 1000 euros de profit lors du premier mois, peut-être le deuxième mois. Pourquoi, pourquoi 1000 euros? Parce qu'en fait, je pense que le problème avec tous les vendeurs de rêves qui promettent de faire des centaines de milliers d'euros très rapidement par mois, etc., c'est qu'on se met directement une vision là où genre on voit les choses où c'est carrément c'est hyper compliqué à atteindre, etc. Genre en plus de ça, tu vois, même par rapport à la psychologie,
Si on a une psychologie par rapport à l'argent qui est un peu biaisée, il y a des gens qui ont peur de l'argent, il y a des gens qui ont peur de s'enrichir, et c'est pas une connerie, hein. Mais le fait de se dire je vais faire 100 000 euros, eh bien, on se met déjà une énorme barrière ou un énorme bâton dans les roues parce que on veut 100 000 euros ou rien, quoi. Alors que si on se dit, eh bien, mon objectif c'est de faire 1000 euros, ok, 1000 euros divisé par 30, divisé par 10, ça fait 100, ça fait 30 euros de bénéf 33 euros de bénéf par jour. Ok, 33 euros de bénéf par jour, je peux vendre 2 ou 3 articles par jour. Tout dépend de mon coût d'acquisition ou autre, si c'est du SEO ou Facebook Ads. Mais déjà, quand on commence à réduire toutes ces variables-là et on se dit, ah, mais en fait, j'ai juste besoin de faire 2 ou 3 ventes par jour, bah, tout de suite, ça paraît déjà beaucoup moins insurmontable. Donc, je pense qu'un objectif de 1000 euros par mois, au bout d'un mois ou 2 mois, en étant full focus, bien évidemment, c'est pas déconnant. Ok. Donc après, pour une personne qui travaille peut-être que le soir en plus, ça va mettre un petit peu plus que un mois ou deux, mais si tu as une personne par exemple qui est au chômage, en vacances, ou qui travaille de nuit, ou je sais pas, et qui peut passer un peu de temps, ça peut se faire en un mois ou deux, quoi, effectivement. Après, encore une Ouais, fois, ça dépend de l'investissement et combien de temps il passe, quoi. Et un, ouais. et un truc que je voudrais préciser, parce que je le vois souvent avec des débutants quand ils me contactent, c'est de dire ouais, j'ai pas beaucoup de temps pour me former. Mais déjà, coupe YouTube, coupe Netflix, arrête tes apps à la con là sur ton portable. Et déjà, te voir que si tu écoutes des modules de formation quand tu es dans les transports en commun et que tu regardes pas ta série Netflix, bah, t'as déjà gagné 20 minutes, quoi. 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça fait 40. Mm. Si le soir tu mates du Netflix encore un quart d'heure ou du YouTube 20 minutes, ou tu regardes un film, tu te remets 20 minutes, t'as déjà 1 heure de formation par jour, ça fait 7 heures dans la semaine, quoi. Ah, mais après, l'humain est le champion du monde des excuses, hein. Donc, on peut se trouver n'importe quelles excuses. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. Il y a des personnes qui font face à une adversité beaucoup plus grande que une personne normale, tu vois. Euh, j'ai envie de dire, tout le monde peut, surtout en France, où, désolé, hein, mais on a les 35 heures, tout le monde peut consacrer 1 ou 2 heures par jour à son business. Il faut savoir que ce qui est important, c'est pas forcément la quantité que tu vas mettre en une journée et après plus rien foutre pendant 3 semaines. Ce qui est important, c'est d'être constant dans son travail et dans son apprentissage. Donc au final, mieux vaut apprendre ou faire 1 heure par jour pendant un an que de faire une semaine en full et après rien foutre. Donc, je pense que être constant est hyper important et tout le monde a 1 ou 2 heures par jour à dédier à un business ou un truc comme ça. Ça, c'est une discussion que j'avais eue au mois de décembre par rapport aux gilets jaunes, etc. Enfin, je suis personne pour critiquer ni rien et après, on fonctionne tous de manière différente. Par contre, euh, j'avais émis cette chose-là où, genre, moi, personnellement, bah, je donne tout, tous les jours pour atteindre la vie de mes rêves, comment je vois les choses. J'ai des objectifs, des ambitions qui dépassent ma propre personne. Ce que je fais, c'est pas pour m'enrichir que moi, mais c'est pour pouvoir contribuer, avoir des... J'ai plein d'autres projets derrière la tête, tu vois. Mais après, je peux comprendre qu'on ait tous des ambitions différentes. Par contre, quelqu'un qui va se plaindre dans la rue tous les week-ends, pendant 35 week-ends d'affilée, etc., bah, s'il avait passé ses week-ends à taffer et genre à éviter de rejeter la faute sur quelque chose d'extérieur à lui-même, mais juste de se poser lui-même les questions et se dire, ouais, si j'avais passé 35 samedis à travailler sur un business, putain, mais j'aurais pu avoir un putain de business qui tournerait bien à l'heure actuelle, tu vois. Donc, au final, on est tous maîtres de son destin. Personnellement, je ne suis pas là pour vendre du rêve et dire qu'on va faire 10 000 euros, 20 000 euros par mois, même si c'est faisable. C'est carrément impossible. À partir du moment où vous arrivez déjà à atteindre votre salaire avec votre activité externe, bah, je pense que
tout le monde serait déjà content parce que ça leur permettrait déjà de se retirer de leur vie professionnelle, etc. Et je pense que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, au-delà de l'indépendance financière, c'est aussi de pouvoir avoir leur propre business, de pouvoir gérer leurs trucs, de pouvoir s'émanciper d'une certaine hiérarchie, etc., d'être libre aussi dans leur travail et d'apporter leur valeur ajoutée, leur pierre à l'édifice sur ce qui, pour eux, est réellement important. Donc, non, on a tous les mêmes 24 heures et si on les utilise bien, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux variables dans le business, l'argent qui permet d'accélérer la croissance. Donc, c'est pour ça que les startups, elles lèvent énormément d'argent parce que le fait de lever, par exemple, 15 millions d'euros, dollars ou peu importe, ça permet d'embaucher plus de personnes, d'accélérer la croissance, etc. Mais la deuxième variable, quand on a un petit entrepreneur et on n'a pas forcément l'argent, eh bien, c'est le temps. Le temps, c'est comment vous allez dépenser votre temps chaque jour. C'est, je crois, on a 86 400 secondes dans une journée. Eh bien, comment vous allez dépenser ces secondes-là? Est-ce que vous allez aller tous les soirs au bar avec vos potes, etc. Est-ce que vous allez regarder des choses inutiles devant Netflix, devant le journal télévision? Enfin, notre vie, elle est faite que de choix. Et c'est les choix que vous allez faire à partir de ce moment-là qui vont déterminer où est-ce que vous allez être dans 3, 4, 5 ans. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble, dont tu aurais voulu parler ou évoquer? Je sais pas. Hum, ouais, je pense, par rapport à une expérience personnelle, euh, et je la prends souvent en exemple, en fait, euh, le fait de croire que ça va vraiment marcher est réellement important. Euh, pour donner un exemple, par rapport aux 100 mètres, au record du monde, etc., tu sais, il y a énormément de trucs comme ça qui tournent et personne pensait que c'était possible de courir le 100 mètres en dessous de 10 secondes, etc. À partir du moment où une personne a couru le 100 mètres en dessous de 10 secondes, commençait à y avoir plein de monde qui ont couru le 100 mètres en dessous de 10 secondes. Et j'ai eu la même expérience en e-commerce où quand j'ai commencé, pour moi, ça a commencé assez rapidement, assez fort, etc. Et j'en ai parlé à deux amis à moi. Et les mecs, ils me disaient arrête tes conneries, genre ça peut pas marcher aussi bien, genre arrête un mytho, etc. Et en fait, à l'époque, j'habitais en Allemagne et les mecs étaient vraiment nuls à chier hein, sur ordinateur, ils comprenaient rien, etc. Et ils sont venus et je leur ai montré vraiment genre mes chiffres, etc. En fait, rien de voir que c'était possible en live, les mecs ils se sont dit bah putain si c'est possible pour lui, c'est possible pour nous aussi. Donc ils ont commencé leur truc. Et encore une fois, les mecs n'y connaissaient absolument rien. Ils ont réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en un peu moins d'un an. Pour des mecs qui connaissaient absolument rien, c'était exceptionnel pour eux. Et je pense que la question de la croyance, c'est réellement important. Et voilà, encore une fois, tu vois, genre, c'est une phrase qui peut paraître bateau pour énormément de personnes, etc. Mais les seules limites qu'on se met, c'est les limites qu'on se met de nous-mêmes au final. Genre, si on décide de ne pas croire qu'il est possible de faire, je sais pas, 100 000 euros en une journée, bah on les fera jamais. Mais à partir du moment où on décide d'y croire et qu'on travaille pour, c'est carrément possible. Il y a combien de, il y a des mecs en Black Friday, etc., qui font plus d'1 million en une journée en e-commerce, tu vois. Après, l'e-commerce, c'est large. Tu as la vente de formation, tu as le truc, tu as l'e-commerce comme on connaît avec les produits physiques, etc. Mais absolument tout est possible. Et je pense que, pareil, genre, il faut savoir rêver grand, s'entourer de personnes qui peuvent nous motiver, qui ont déjà des résultats, etc. et qui peuvent nous montrer l'exemple au final. Ouais, c'est ça aussi, c'est l'entourage, de pas avoir des gens qui te répètent que c'est pas faisable, que tu perds ton temps, que c'est impossible, mais des gens qui soit ont réussi, soit veulent réussir comme toi et qui t'entourent, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, Étienne, merci pour toutes ces infos. Bah, C'était merci très à large. Je sais toi. pas s'il y a un petit mot de la fin, si tu veux conclure, ou je pense qu'on a. Bah non, mais enfin, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast, ça veut dire qu'ils ont été intéressés et qu'ils sont motivés. Donc, si vous êtes encore là, eh bien, je vous souhaite énormément de courage. Et faut pas lâcher, faut vraiment avoir, encore une fois, il faut savoir pourquoi vous faites les choses et qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun échec, il y a que des apprentissages.
Donc, au final, ce que je disais par rapport aux étudiants de ma formation, etc., c'est que même si les mecs, aucune formation n'a 100% de taux de réussite, mais même si les mecs ne réussissaient pas forcément, les compétences qu'ils pouvaient acquérir en digital marketing ou autre étaient ultra valorisables. Donc après, c'est des compétences qu'on peut toujours utiliser pour les proposer en tant que service à des entreprises ou autres. Genre digital marketing, pour moi, c'est le nouveau Wall Street de 2020. Non, mais c'est vrai, parce que au final, il est possible de scaler et de faire tellement de choses en digital marketing. Voilà, en fait, on est limité que par rapport au budget qu'on a. Donc, on peut mettre 1 euro dans Facebook Ads et en tirer 10. On peut en mettre 100 000 et en tirer 300 000 euros de CA, etc. Donc, on n'est que limité par rapport au budget qu'on a. Donc, vraiment, voilà, par rapport à tout processus par lequel vous allez passer, c'est vraiment l'apprentissage qui est réellement important et que vous pourrez toujours monétiser derrière ou mettre Même, à contribution ou vous associer avec d'autres personnes aussi. même sur un CV, ouais, c'est valorisant de mettre que tu connais, que tu as touché à Facebook Ads, que tu as touché au SEO, que tu maîtrises l'AD, Après, ainsi de suite, quoi. tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast, je vous souhaite pas de devoir refaire un CV dans votre vie, hein. On est d'accord, mais Mais- ça peut toujours arriver après. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Bon, bah bravo si vous êtes resté jusqu'au bout. Vous avez eu vous avez eu le mot de la fin et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Étienne, merci pour ton temps et toutes les infos que tu nous as données. Bah, merci à toi, Elliot, de m'avoir accueilli sur ton podcast. Avec plaisir, je voulais de l'info concrète et du vrai, tu vois. Donc j'ai eu ce que je voulais, j'ai été servi. Donc c'est cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo et puis bah, si vous avez aimé, vous likez comme d'hab la vidéo, vous partagez pour faire connaître Étienne et puis même la chaîne Dropshiprint à tous vos potes et puis vous pouvez laisser un commentaire, on essaiera d'y répondre, je relayerai s'il y a des questions à Étienne pour qu'il puisse apporter une réponse, voilà. Vous avez commenté. C'est sur YouTube que tu mets Ça va être les sur vidéos? YouTube, ouais. Ok. Donc j'irai regarder s'il y a des commentaires. Bon, bah nickel, c'est cool, je te partagerai l'URL. Ciao Yes. ciao. Ciao, ciao. À plus.